Bien, bonsoir. Donc effectivement, je suis Didier de Roche, je suis médecin psychiatre, normalement retraité, mais qui continue de travailler, et entre autres au niveau du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels sortis de prison. Et dans le diocèse, je suis diacre depuis bientôt 11 ans. Voilà. Et puis, bon, je travaille à la clinique Ronsard pour remplacer mes confrères. Bien, vous m'entendez mieux là ? Donc voilà, hein, je suis donc encore en activité. Hein, et je fais donc partie de la cellule, comme beaucoup qui sont présents là ce soir, et appelés par Monseigneur depuis quelques années maintenant. Donc mon propos, c'est de parler des signaux d'alerte. Parce que c'est quelque chose d'important, mais quand je me suis attelé au travail, j'ai trouvé une absence de documents, une absence de réflexion sur le plan scientifique, qui ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde, apparemment. Et c'est dommage. Mais surtout, en introduction, je dirais que notre Église, suite au rapport de la SIAZ, a été secouée par un séisme qui a montré au monde les ravages de ce mal pernicieux que nous, les psychiatres, osons appeler pédocriminels, les actes pédocriminels, et non pédophiles, qui entrent au sein d'un vaste chapitre en psychiatrie qu'on appelle les paraphilies, c'est-à-dire les déviances de comportements sexuels, portant atteinte à autrui, le plus souvent, sans son consentement, ce sont des actes justiciables. Mais à la vue de ce rapport, qui n'est que la conclusion d'une prise de conscience qui s'est fait jour en son sein, au sein de l'Église, il y a plus de 20 ans. Pour l'heure, dans notre pays, l'Église reste le premier corps constitué qui a eu le courage de prendre le problème en instituant une commission indépendante. Ce que les corps constitués de l'État commencent à faire, entre autres, au niveau de l'inceste. Mais quid d'une commission indépendante au sein de l'éducation nationale? Quid d'une commission indépendante au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports? Il n'y en a pas. Néanmoins, osons dire que pour un adulte, utiliser le corps d'un enfant, ce n'est ni une liberté, ni un choix de vie, c'est un crime. La relation sexuelle se doit d'impliquer un consentement sans ambiguïté, donc à égalité. Et c'est bien parce qu'il n'existe pas d'égalité entre un enfant et un adulte qu'une relation sexuelle entre enfant et adulte est et reste inacceptable. Normalement, la planète entière devrait être d'accord à ce sujet, mais apparemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Pour notre pays, rappelons le cas Maznef, entre autres. Et pour achever mon introduction, je me contenterai pour mémoire de rapporter les propos de Madame Dolto, la grande Madame Dolto, lors d'une interview au journal Choisir en 1979. Le journal. Mais enfin, il y a bien des cas de viol. Madame Dolto, il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes. Le journal. Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle et qu'elle a ressenti cela comme un viol, que lui répondez-vous? Madame Dolto, elle ne l'a pas ressenti comme un viol, elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle parce que sa femme ne voulait plus faire l'amour avec lui. Le journal. D'après vous, il n'y a pas de père vicieux et perverse? Madame Dolto, il suffit que la fille refuse de coucher avec lui en disant que cela ne se fait pas pour qu'il la laisse tranquille. Le journal, il peut insister. Madame Dolto, pas du tout. Parce qu'il sait que l'enfant sait que c'est défendu, et puis le père incestueux a tout de même peur que sa fille
en parle. En général, la fille ne dira rien, enfin, pas tout de suite. Je trouve que ces propos sont édifiants. Nous reparlerons de cela tout à l'heure au niveau du déni, de l'oubli, du non-dit, plus tard dans notre exposé. Mais avant de poursuivre plus avant, il est bon d'aller vers une connaissance de qui sont les pédocriminels, qui sont les innocentes victimes. D'abord, parlons de classification des agresseurs sexuels. Les études montrent une grande hétérogénéité des agresseurs sexuels d'enfants. Il y a à faire la distinction entre les individus présentant une déviance sexuelle envers les enfants et les individus ne présentant pas de façon spécifique de déviance, mais où le passage à l'acte a lieu dans certaines circonstances. Cela nous permet de parler de délinquants préférentiels et de délinquants situationnels. D'abord, les délinquants préférentiels. Ils sont décrits comme des individus présentant des préférences exclusives vers les enfants. Ces personnes montrent une immaturité sexuelle, une inhabilité à établir des relations saines avec les adultes. Ce type d'agresseur souffre d'une distorsion cognitive, c'est-à-dire d'une distorsion de la pensée sur la sexualité des enfants, sur les intérêts que ces derniers ont pour les relations sexuelles avec les adultes, ainsi que sur leur capacité de consentement. Ces individus ont un haut niveau d'identification émotionnelle aux enfants. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis, il y a l'agresseur sexuel situationnel. C'est souvent ceux-là qui sont les plus nombreux. Ils présentent des intérêts sexuels envers les adultes, le plus souvent de type hétérosexuel. Ils régressent sexuellement vers les enfants lorsque la relation avec le partenaire adulte est défaillant ou lors de périodes de stress. Ici, les distorsions dites cognitives suggèrent à l'individu que les relations sexuelles avec des enfants sont appropriées. Ces agresseurs ne considèrent pas les faits comme négatifs. Souvent, ces individus présentent des variables d'agresseurs sexuels intrafamiliaux ou extrafamiliaux. Si bien que nous pouvons conclure ce paragraphe en disant que l'étude tant étiologique, c'est-à-dire sur les origines de cette pathologie d'agresseur sexuel, que la typologie n'amène aucune validation des résultats obtenus au sein d'études multiples. Il y a beaucoup d'études, mais on a du mal à définir le type de personnalité. C'est ce que je rencontre, moi, un petit peu dans ce travail d'expert auprès du tribunal. Il n'y a pas de typologie. Voilà. Les profils des agresseurs. Les personnes qui commettent des actes pédocriminels sont très diverses. Cela va de la personne avec des capacités intellectuelles limitées à des personnes ayant un fort potentiel intellectuel. Et c'est ce que je vois dans les patients que je rencontre en tant que médecin coordonnateur. Ça va de... J'ai eu un patient qui était pilote de chasse à la retraite, mais donc qui avait un fort potentiel intellectuel, puis d'autres qui sont des petites gens qui ne payent pas de mine, mais qui sont passés à l'acte. Aussi est-il impossible de faire le portrait robot du sujet pédocriminel, ce qui explique en partie le peu d'études, voire l'absence d'études, qui permettraient une prévention au recrutement de sujets susceptibles de passer à l'acte. On sait cependant que les causes de ces passages à l'acte sont multiples. Ils sont à la fois d'ordre éducatif, psychologique, biologique, culturel et bien d'autres. Dans la majorité des cas, l'agresseur est connu de ses victimes. Il peut être célibataire ou marié, avoir lui-même des enfants ou pas, mener une vie sociale des plus normales, jouir de l'estime de ses proches et occuper une position sociale d'autorité et de confiance.
Il peut appartenir, comme on l'a déjà évoqué, à toutes les catégories socio-professionnelles. Mais pour beaucoup, il n'est pas étonnant qu'ils choisissent un métier lié à l'enfance. Il peut passer à l'acte à n'importe quel moment de sa vie. Ce qui caractérise tout ça, c'est l'absence de critères. En dehors du fait qu'un jour on découvre que telle ou telle personne est passée à l'acte, il n'existe aucun critère permettant de reconnaître le type de profil de personnalité. Cependant, si chacun reste vigilant au sein du groupe, il est possible de remarquer des signes d'alerte, que sont les gestes déplacés vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des jeunes, une caresse, une embrassade, des comportements malsains, allusions grivoises, une invitation à se retrouver seul à seul, ou à un degré plus fort, une plainte déposée. Mais tous ces faits peuvent rester cachés en raison de l'aveuglement, du silence, du déni de l'entourage. Il est à noter que l'on trouve aussi des adolescents qui se font agresseurs sexuels au sein de regroupements de jeunes, dans le scoutisme par exemple. Le plus souvent, on retrouve des adolescents qui se sont fait agresser eux-mêmes dans leur enfance et leur adolescence. Certaines études, et qui sont rares, voire absentes, chez les pédocriminels, une immaturité affective, une mésadaptation à la relation à autrui existe. Une fusion pathologique entre les images mentales, qu'on appelle le fantasme, et la réalité qui pousserait au passage à l'acte. Maintenant, chez les enfants, recherchons les signaux d'alerte, parce que je crois que c'est ça qui est important, surtout qu'il y a beaucoup de grands-parents et de parents là dans la salle, et je crois que c'est ça qui est intéressant à mettre le point dessus. Quand chez un enfant, on note un changement dans le comportement habituel, un enfermement sur soi, une tendance à passer à faire des scarifications, c'est-à-dire à se blesser avec des cutters, de faire des blessures sur leur corps, une baisse de l'efficience scolaire, un passage à l'acte suicidaire, des troubles de l'humeur de type dépressif. Dans les suites d'une fugue aussi, il convient de s'interroger sur ce changement brutal de comportement et de présenter rapidement le jeune au sein d'une consultation médico-psychologique. Car seule une écoute bienveillante, bien conduite, peut permettre de mettre en lumière l'origine de la souffrance de cet enfant. Et s'il s'avère que l'enfant a eu à souffrir d'un comportement pédocriminel, à son encontre, le dépôt de plainte, c'est ça qui est important. Le signalement auprès des services sociaux et de la justice doit se faire sans tarder, afin de mettre le jeune hors de danger. Cependant, les signes peuvent être révélateurs d'un malaise banal, donc il faut faire attention quand même, voilà. Mais il convient de les prendre en compte et de demander à ce que l'enfant consulte. Le plus souvent, un jeune qui a été abusé va associer plusieurs symptômes, ce n'est pas un seul, c'est plusieurs signes de malaise, et qui sont ces signes d'appel à l'aide. C'est aux parents, aux éducateurs d'être attentifs devant les changements de comportement de l'enfant ou de l'adolescent. Un changement subi ou progressif, mais à tout moment, il faut ouvrir un dialogue bienveillant et l'amener progressivement à accepter de consulter un professionnel. Ce sera un lieu de parole, de bienveillance, permettant à l'enfant de se sentir en confiance et surtout qu'il ne ressente aucun jugement négatif à son égard. Alors, la liste des symptômes, elle est un petit peu longue, mais elle est importante à connaître, je crois. Et à tous les âges, on peut remarquer la tristesse, le silence, les crises de larmes, sans raison apparente. Ce peut être des cauchemars fréquents, perturbateurs du sommeil, où souvent l'enfant voit sa mère vouloir le tuer. Des idées de mort peuplent l'esprit de l'enfant. Le désintérêt pour tout, même pour jouer.
des somatisations faites de maux de ventre, de tête, et aussi le recours fréquent à l'infirmerie au lycée ou au collège. La méfiance, la peur envers les adultes, ou alors le contraire, ça peut être le fait de se cramponner à un autre adulte. Le refus net d'aller quelque part, avec quelqu'un ou chez quelqu'un. Les changements brutaux de comportement. Chute des résultats scolaires. Apparition de cauchemars, insomnie, troubles alimentaires. Ça peut être une hyperagitation, une masturbation compulsive. L'enfant semble sans cesse à la recherche de sensations fortes. Un vocabulaire provoquant, avec des expressions et des allusions ayant trait à la vie sexuelle qui ne semblent pas en rapport avec son âge. Des comportements excessifs, de voyeurisme, d'exhibitionnisme. L'agressivité envers les autres enfants. Il arrive que certains miment avec un autre dans les jeux ce qu'ils ont subi avec l'agresseur. La frayeur devant tout contact physique de la part de qui que ce soit. Cela peut se traduire par exemple chez les filles au fait de refuser de porter une jupe. Ce peut être le refus d'une sortie parentale qui conduirait l'enfant à être en présence de son agresseur. Voilà, ça c'est pour tous les âges, c'est tous les symptômes qu'on peut rencontrer, mais souvent c'est pas un symptôme, c'est plusieurs symptômes. Et à l'adolescence, par contre, les abus sexuels qui ont eu lieu et qui ont été enfouis dans l'enfance se révèlent souvent à ce moment-là, au moment de l'adolescence, au moment de la puberté. Et c'est la maturation sexuelle qui fait ressurgir les souvenirs. Le plus souvent, dans un premier temps, l'adolescent explique mal ses gestes, son comportement. La verbalisation reste difficile. Seul le temps et une écoute bienveillante peuvent aider. Quels sont les symptômes qu'on voit plus facilement à l'adolescence? Ce sont les dépressions, les tentatives de suicide, à répétition, les blessures sur soi-même, appelées automutilation, l'anorexie, la boulimie, l'absentéisme, l'échec scolaire, les fugues, la provocation sexuelle, l'agressivité, voire l'agression d'enfants plus jeunes. Ça peut être le fait de la consommation d'alcool, de drogue, le désir de tatouages multiples, de piercings, d'habillements provoquants. Et tous ces symptômes apparaissent rapidement ou progressivement, mais alors que l'enfant était tout autre avant. C'était un gamin sage, c'était un gamin qui allait bien, quoi. Et puis tout ça, tout d'un coup, ça apparaît. Et c'est pour ça qu'il faut aborder l'oubli, parce que souvent, beaucoup d'enfants vont avoir subi des agressions sexuelles et vont garder ça, et ce n'est que des années au moment de l'adolescence, mais quelquefois beaucoup plus tardivement, que ça va se révéler. Et bien souvent, les faits de maltraitance à enfants de type sexuel apparaissent au grand jour de nombreuses années après les faits. À la suite d'un événement, d'un film, d'une conférence, d'un livre, lors d'une psychothérapie, lors du décès du pédocriminel, ou le fait de se retrouver en présence du pédocriminel. Par la suite, bien souvent, après la prise de conscience, la restitution du souvenir, les sujets attendent trop avant de les révéler, avant de porter plainte. Les délais de prescription au niveau justice sont bien souvent dépassés. Et cela se termine par un non-lieu. Et je trouve ça dommageable pour les victimes. Mais quels en sont les mécanismes? Voilà, c'est ça, c'est important parce que c'est important de le savoir. Ils sont neurologiques et bien connus des psychiatres et des neurologues. Toute personne qui subit un stress aigu, comme peut être cet acte pédocriminel, incontrôlable, va léser les fonctions de la pensée, appelée cognitive, au niveau du cortex préfrontal, ici, là, qui est le siège de nos émotions, de notre affectivité. Le souvenir de l'événement va se trouver enfoui, transféré vers des circuits cérébraux que l'on qualifie de plus primitifs, c'est-à-dire l'amygdale, l'hippocampe.
le rhinencéphale. Hein, ça n'a rien à voir avec l'amygdale, là, dans la gorge. Hein. C'est un noyau gris central, l'amygdale. Et cela peut y rester enfoui des années. Les faits restant enfouis sont plus vivables pour continuer à vivre. Voilà, ça permet au sujet de pouvoir vivre plus facilement, plus tranquillement. Ces lésions du cortex préfrontal peuvent expliquer les troubles que l'on observe justement chez ces enfants qui ont été victimes des troubles de l'attention, des performances, qui sont des preuves que le sujet a subi un traumatisme. Ce mécanisme est là pour protéger notre cerveau, car le souvenir de l'événement reste trop douloureux pour rester dans les cellules qui stockent la mémoire. Les événements seront alors enfouis et ne réapparaîtront qu'au décours d'un événement particulier, comme je disais tout à l'heure. Aussi, l'oubli n'est en rien volontaire. C'est cela, ce mot volontaire, qu'il faut bien noter et bien souligner. Il est là pour protéger le fonctionnement du cerveau. L'événement étant trop douloureux pour rester présent dans la mémoire. Ces faits pour la victime sont tellement douloureux et tellement culpabilisants. Et là, je vais aborder le sujet parce que c'est important de faire de la prévention. Et comment faire pour rechercher les sujets à risque, les prédateurs. Et cela reste difficile, car il n'y a pas de critères définis permettant de déterminer les sujets à risque et repérer une personnalité potentiellement pédocriminelle. Il n'y a pas de critères. Cette personne peut passer à l'acte à n'importe quel moment de sa vie. Au sein de l'institution, seule une grande vigilance peut permettre de prévenir et de limiter les risques de passage à l'acte. Lors d'un entretien d'embauche, tant pour un salarié qu'un bénévole, il reste très difficile d'évaluer le risque potentiel avec telle ou telle personnalité. D'autant que bien souvent, le pervers est une personne qui sait masquer son jeu, possédant une intelligence au service de lui-même. Il reste donc pour l'heure l'impossibilité à faire le portrait robot du prédateur pédocriminel. Les causes qui amènent au passage à l'acte sont multiples, comme je disais tout à l'heure, éducatives, psychologiques, biologiques, culturelles, biographiques. Elles sont de toutes sortes, mais on ne peut pas définir le prédateur, il n'y a pas de portrait robot permettant de le définir. Mais par contre, il y a des critères, entre autres les motivations de base. Tous les pédocriminels sont motivés par le même sujet, l'enfant. Cela peut être un choix préférentiel, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, ou à un moment donné dans l'exercice, ils peuvent devenir pédocriminels. Cependant, tous leurs comportements, leurs choix de vie sont conçus pour les placer dans des situations où ils peuvent profiter d'occasions pour abuser des enfants. Malheureusement, cette motivation n'est jamais vraiment transparente. Son succès, dans son propre but pervers, est de se donner une apparence inoffensive. Toutefois, c'est aux parents d'être vigilants, voilà. Les parents, ils ont une lourde tâche, là, de rester vigilants, prudents, afin de prévenir tout comportement prédateur chez un tiers vis-à-vis de leur enfant. Il convient d'être très à l'écoute de ces enfants. Le pédocriminel, il fait tout pour être seul avec les enfants. Attention à toute personne qui fait tout son possible pour passer du temps, seul à seul avec des enfants. Cela peut prendre la forme de bénévolat, dans le cadre d'activités parascolaires, d'entraînement de jeunes sportifs, de services de garde d'enfants. Pour qu'un pédocriminel passe à l'acte, il lui faut du temps afin d'être seul avec les enfants, avec l'enfant. Ils commenceront par des attouchements apparemment inoffensifs et fortuits, puis ce seront les abus de plus en plus flagrants. Préoccupation du pédocriminel sur les vulnérables. Il recherche les enfants vulnérables. Le pédocriminel recherche des cibles plus faciles,
et qui sont les enfants émotionnellement les plus vulnérables. Ce seront les familles monoparentales, par exemple. Le pédocriminel offrant ses services de garde d'enfants, gratuits, soi-disant pour faire économiser de l'argent aux parents alors que ce dernier travaille. Ce peut être un coach sportif qui propose d'améliorer le jeune au niveau de performance. Le pédocriminel recherchera toujours des temps longs pour être seul avec l'enfant. Enfin, ça peut être le conjoint à couverture, parce que les pédocriminels, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants. Si le pédocriminel est marié, ce sera toujours pour la couverture. Le plus souvent, étant attiré par les enfants, le pédocriminel ne s'intéresse pas à sa conjointe. Aussi, ne laissez pas seule une personne qui présente plus d'intérêt pour les enfants que pour sa femme. Voilà, il faut repérer des trucs comme ça. Les signaux d'alerte, les signaux qu'on appelle les signaux faibles, il existe donc, comme nous le disions précédemment, peu ou pas de critères aidant à repérer la personnalité pédocriminelle. Cette dernière pouvant passer à l'acte à n'importe quel moment de sa vie. L'aide principale réside dans la vigilance de chacun, permettant à prévenir le passage à l'acte. Il existe également un moment important et délicat lors de l'entretien préliminaire à l'embauche, tant d'un salarié que d'un bénévole, au sein des mouvements associatifs, des institutions, qui prend en charge des mineurs ou des personnes fragiles. Par exemple, ce sont des gens où il existe une absence de travail d'équipe. Il faut interroger le sujet sur sa façon d'entrevoir, d'envisager le travail d'équipe, son désir de communiquer avec les autres, sur la façon d'entrevoir le travail éducatif avec les jeunes, savoir comment le sujet envisage le rôle et la place de chacun dans l'institution. Et de la même façon, le bénévole, le salarié, qui fait tout pour ne pas participer au travail d'équipe, il faut s'en méfier de ça, qui ne communique pas ou peu avec ses collègues, qui fait tout pour ne pas assister aux synthèses, ou lors de ces dernières, il reste peu ou pas communicatif sur son travail. Il est isolé, donc c'est une personne à surveiller. Tous ces faits doivent interroger et méritent une prudence. Il y a aussi le silence. Il convient d'explorer le sujet sur le comment il envisage ses pratiques pédagogiques envers les jeunes qu'il aura en charge. C'est dans son discours que l'on peut suspecter un risque d'emprise à l'encontre du mineur ou de la personne en fragilité, face à un discours de toute puissance où le « moi-je » prédomine, parce que c'est des gens qui sont toujours retournés vers eux-mêmes. « Moi-je ». De la même façon, lors de réunions de synthèse, l'éducateur qui se refuse à se laisser interroger sur sa pratique sera à surveiller plus étroitement. Il y a les rumeurs. Lorsque des bruits circulent sur telle ou telle personne, il ne s'agit pas de repousser ces dires du revers de main, mais de rester vigilant et ne pas se contenter de dire « tout cela n'est que calomnie ». Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce fut le cas d'un juge pour enfants où, longtemps après des rumeurs, la réalité des faits a été découverte. Il y a plusieurs années de ça. Une impression de malaise. Il s'agit ici d'évoquer l'intuition personnelle lors d'un entretien d'embauche. Elle se fait surtout à l'encontre de personnalités qui masquent consciemment ou inconsciemment leur personnalité pervers ou pervers narcissique. Personnalité qu'il reste très difficile à suspecter, même pour les professionnels que nous sommes, nous les psychiatres. Ce type de personne donne une impression de pas nette, mais cela reste difficile à expliquer ou à donner des critères scientifiquement explicables. Donc, voilà. Mais n'empêche qu'il y a des personnes, on n'est pas à l'aise, quoi. Donc, elles sont peut-être à... Il faut avoir l'œil, être vigilant vis-à-vis d'elles. Ça peut être le manque d'estime de soi. Devant toute personne qui, lors de l'entretien, évoque ou laisse entendre un manque ou une absence d'estime de soi, reste une personne à risque. Pourquoi ? Devant un mineur, une personne en fragilité,
peut apparaître chez cette personne une impression de toute puissance. Et un comportement d'emprise à l'écart du mineur peut apparaître, se faire jour. Ce type de personnalité reste très seul, ne noue pas de relations satisfaisantes avec le monde adulte de même sexe ou de sexe différent. Ça peut être aussi comme critère l'instabilité professionnelle. Devant une personne dont le CV montre une instabilité professionnelle, c'est par exemple l'éducateur qui va d'institution en institution, et ce sans raison valable et crédible, ou l'absence de raison logique. Cela doit nous alerter et nous obliger à aller enquêter au niveau des différentes places où la personne est passée. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comme on dit, trop proche pour être honnête. Quand au sein d'un groupe d'enfants, on observe un adulte qui est toujours entouré des mêmes enfants, au sein d'un petit groupe, que celui-ci invite même ses enfants à son domicile, ou qu'il les emmène en vacances, cela mérite notre attention. Il convient de se poser des questions et de mener son enquête. Enfin, il y a l'adulte généreux. Là aussi, le comportement d'un adulte multipliant des cadeaux à des enfants doit attirer notre attention. Et il faut s'interroger et mener notre enquête. Devant tous ces critères, il faut cependant rester prudent et ne pas risquer d'accuser sans raison. Il convient de prendre l'avis d'autres personnes. Il ne faut pas mener son enquête tout seul, quoi. Il faut aussi voir avec les autres. Tant au sein de l'équipe qu'à l'extérieur. Il convient de ne pas s'en tenir à un signal, mais à une conjonction de signaux. Au milieu de tout ça, il y a une préoccupation constante. Quelle est-elle? C'est l'enfant, le bien de l'enfant, en tant que personne, et en voyant bien sa fragilité. Il est de notre devoir de ne pas tomber dans l'indifférence face aux abus sexuels à l'encontre des enfants. Cela n'est pas sans entraîner en chacun une charge émotionnelle importante, parce que ça nous renvoie à l'enfant que nous avons été. Abuser d'un enfant, c'est entraîner des dégâts dans la construction de la personne, avec des conséquences dramatiques sur le devenir de l'adulte et son futur dans ses relations à autrui, sur le plan familial, social, professionnel. Il faut donc la recherche de vérité. Et ce doit être la première exigence. Aucune institution désormais ne pourra nier, dissimuler des faits. La vérité s'impose, le plus tôt possible, en restant prudent dans cette recherche de la vérité. Il y a urgence à dénoncer le prédateur. Il y a urgence à exclure ce dernier de tout contact avec des mineurs. Il y a urgence à écouter et prendre en charge le ou les jeunes. Il ne s'agit pas de rester aussi dans une immobilité de pensée. Où que nous nous tournions, la violence, l'insécurité existent. Nous ne pouvons que constater une fracture entre l'école, la famille, les institutions, les pouvoirs publics, le religieux. Aussi est-il indispensable que l'éducateur analyse sa pratique, ses objectifs, son fonctionnement au sein de l'institution dans des rencontres institutionnelles. Il faut insister sur la nécessité de porter plainte dès que les faits sont révélés. Il faut insister, aider les parents à déposer plainte auprès du commissariat, auprès de la gendarmerie la plus proche. Les médecins qui ont connaissance de tels faits se doivent d'appeler le procureur de la République du tribunal de son département, car l'atteinte à mineur est le seul cas où les professionnels de santé, médecins, infirmières, psychologues cliniciens, sont déliés du secret médical. C'est un devoir de tout citoyen de dénoncer de pareils faits. En conclusion, devant pareils faits révélés, il nous faut rester naturel, serein face à l'enfant, aux jeunes, maîtriser nos propres angoisses afin de ne pas accroître la souffrance du jeune.
Féliciter l'enfant pour ses révélations. Lui donner l'assurance qu'il n'est en rien responsable de ce qui lui arrive, parce que c'est souvent le sentiment qu'il a. Ne pas multiplier les interlocuteurs à son égard, l'amener à accepter de rencontrer un professionnel qui a vocation de l'aider. Dans le même temps, l'assurer que toute action pour l'aider se fasse rapidement. Une nécessité d'examen physique peut être souhaitable parfois. Donc il faut préparer l'enfant à l'accepter et d'éviter ainsi qu'il naisse en lui un sentiment de honte, souvent inévitable. Ne pas hésiter à réconforter l'enfant après les révélations de maltraitance. L'enfant a besoin de réconfort, de réassurance, de soutien, d'empathie. Prendre conscience de l'obligation légale pour tout adulte de déclarer toute allégation, suspicion de maltraitance à enfant. Enfin, et de loin le plus important, c'est d'apprendre à nos enfants, nos jeunes, ce que veut dire réellement le mot « aimer ». Leur apprendre à faire la différence entre aimer son prochain et aimer le chocolat. Le français n'a qu'un seul mot. Être vigilant quand on sait qu'un grand nombre d'enfants, dès la 6e, ont déjà visionné de nombreux films porno. Il faut leur apprendre à sacraliser leur corps en tant qu'objet d'un grand respect. Que leur corps, c'est personnel, qu'il est le temple de l'esprit. Il faut leur apprendre à aimer leur corps, savoir les prévenir contre toute atteinte par autrui de ce corps qui est le leur. En un mot, et c'est ma conclusion, le corps, c'est personnel.